Toutankhamon, le célèbre pharaon. L'extraordinaire découverte de son tombeau en 1922 fait renaître une ancienne malédiction égyptienne au retentissement international. Cette vieille superstition se concrétise très vite par la mort de nombreuses personnes ayant pénétré la sépulture millénaire. Il y a tout de suite de la tension. Toutankhamon, l'ancien roi, vient exercer sa vengeance sur ces Européens qui dérangent son sommeil éternel. Et malheureusement, il va y avoir un certain nombre de morts qui vont permettre d'alimenter cette malédiction. Des phénomènes étranges inexpliqués plongent la découverte dans le mystère. Une panne qui n'a jamais été expliquée, les lumières se sont éteintes, tout s'éteint en même temps. Elle a crié et tout d'un coup, avec ses pattes comme ça, pan, elle est tombée morte. La malédiction de Toutankhamon devient un phénomène médiatique qui dépasse rapidement en popularité la découverte de la tombe. Ce mysticisme ambiant s'empare des contemporains de la découverte. La vengeance de la momie devient un sujet de prédilection dans la littérature et au cinéma. Les gens étaient formatés pour penser que les momies étaient étranges et qu'elles pouvaient revenir à la vie, ou qu'elles pouvaient avoir des pouvoirs diaboliques qui pourraient s'étendre en dehors de leur tombe. Donc les gens l'ont vraiment accepté. Quand une momie égyptienne apparaît dans ces histoires, c'est toujours négatif. C'est toujours lourd de conséquences. Une momie malveillante serait même à l'origine d'un des plus grands naufrages de l'histoire. Les gens ont tendance à croire que les momies sont malveillantes et commettent des choses terribles. Même quand le Titanic a coulé, on a rejeté la faute sur une momie. Une partie de l'opinion publique s'emballe pour cette fable surnaturelle, d'autant que la colère du pharaon ne tarde pas à s'abattre sur des membres de l'équipe de fouille. Le capitaine Richard Bethel était obsédé par la malédiction de Toutankhamon et s'est jeté par la fenêtre d'un hôtel de Londres. Donc le pharaon n'est ni calmé, ni vengé, il a encore besoin de se venger. Sans compter que des éléments factuels troublants viennent semer la terreur dans les esprits. La découverte de la momie du pharaon révèle son lot de surprises effrayantes. Il avait une légère blessure sur la joue. Toutankhamon a jeté un sort à Lord Carnarvon. La manière dont il se comporte est très irrespectueuse. Je lui donne 6 semaines à vivre. Personne n'a jamais vécu ça avant. Plongé au cœur de la plus grande malédiction égyptienne, la malédiction de Toutankhamon. Le Caire en Égypte, 5 avril 1923. Dans une nuit noire et silencieuse, une infirmière accourt dans les couloirs de l'hôtel Continental. Elle est loin de s'imaginer la scène qui se joue dans la chambre de son illustre patient de 56 ans, le lord britannique George Herbert, comte de Carnarvon. C'est pas un Anglais tout à fait comme les autres, puisque il a décidé d'être un mécène, de faire des fouilles et de découvrir la tombe de Toutankhamon. Toutankhamon, un pharaon dont la découverte de son tombeau défraie la chronique depuis des mois. Seulement, cet événement international est sur le point d'être supplanté par un autre récit, bien plus intrigant encore, celui de la malédiction du pharaon. L'infirmière déclare à la presse avoir entendu une phrase en référence à Toutankhamon, qui est quand même le sujet principal de la fin de vie de Carnarvon. Il leur a dit, au moment d'expirer, Toutankhamon m'a appelé, j'ai reçu l'appel, c'est fini. Il est précisément 1h45 du matin lorsque Lord Carnarvon décède. Au même instant, au Caire, une énorme panne d'électricité plonge la capitale égyptienne dans l'obscurité et sa part de mystère. Une panne qui n'a jamais été expliquée, les lumières se sont éteintes, tout s'éteint en même temps. Bien plus étonnant encore, à 5000 km de là, à Highclere, en Angleterre, dans le château de la famille Carnarvon, une scène inattendue se produit. La chienne de Lord Carnarvon disparaît dans d'étranges circonstances, comme le racontera dans une interview surréaliste le fils du défunt en personne, Henry Herbert, à la télévision française, 30 ans après les faits. Elle a crié et tout d'un coup, avec ses pattes comme ça, pan, elle est tombée morte. Vous croyez aux fantômes? Oui, oui. Et vous croyez à la malédiction de Toutankhamon? Il y a tout de suite de la tension. Toutankhamon, l'ancien roi, vient exercer sa vengeance sur ces Européens qui dérangent son sommeil éternel. C'est ainsi que surgit la malédiction de Toutankhamon,
un pharaon oublié, devenu le plus célèbre de l'histoire grâce à la quête de deux hommes au cœur d'un monde en plein bouleversement. Au début du XXe siècle, l'Égypte est une terre promise qui intrigue et fascine par son histoire et son mysticisme. Les anciens Égyptiens croyaient en l'au-delà et accordaient une grande importance au culte des morts. Un attrait qui continue d'envoûter le public d'aujourd'hui. Avec ses légendes énigmatiques et ses malédictions mystérieuses, l'antique terre des pharaons révèle sans relâche de nouveaux secrets enchanteurs. Le monde occidental a toujours été fasciné par l'Égypte antique et par le fait qu'elle possédait un savoir que nous n'avions peut-être pas. Si vous dérangez une momie de l'Égypte antique, alors quelque chose de terrible va vous arriver. Une malédiction est attribuée à chaque grande découverte de momie. La plus célèbre de ces momies est celle du pharaon Toutankhamon. Le monarque est associé à la plus grande malédiction de l'histoire égyptienne, la malédiction de Toutankhamon. Son tombeau est resté inviolé pendant plus de 3000 ans. Il s'apprête pourtant à être découvert, ce qui va déclencher la terrible colère du pharaon et amener la mort de nombreuses personnes. Au début des années 1910, ce personnage historique est pourtant très méconnu des égyptologues. On sait que c'est un roi de la fin de la 18e dynastie. On sait qu'il a régné probablement un peu plus de 4 ans, peut-être 8 ans. Mais voilà, c'est à peu près tout. Tout porte à croire que Toutankhamon était un roi mineur dans l'histoire de la civilisation égyptienne. Les archéologues sont loin de s'imaginer à quel point ils se trompent grâce à l'incroyable découverte à venir et le terrible mysticisme qui entoure le pharaon. Cette découverte est due à l'association de deux hommes que tout oppose. Lord Carnarvon, un riche aristocrate britannique, et Howard Carter, un autodidacte qui s'est construit par la force du travail. Pour Lord Carnarvon, ce n'est qu'un loisir. Mais pour Howard Carter, c'est l'œuvre de toute une vie. Il est obsédé par l'idée de faire une découverte majeure qui marquera l'histoire, à l'image des pharaons. Les deux aventuriers se rencontrent en 1909 et deviennent inséparables. Lord Carnarvon sera le mécène et Howard Carter, l'archéologue. Carter avance avec un projet en ligne de mire, retrouver la tombe de ce pharaon manquant à l'appel, Toutankhamon. Et il va vers l'endroit qui le fascine depuis qu'il connaît le pays, la vallée des rois. Ça, c'est chez lui. C'est sa vallée. La vallée des rois. Située près de Luxor, l'ancienne Thèbes, capitale des pharaons, on y dénombre près de 60 tombeaux, dont une vingtaine de sépultures royales extraordinaires. Vous êtes dans une cuvette entourée de falaises. Mais vraiment de falaises, hein. C'est vrai que c'est un endroit complètement à part. Nous sommes en 1917. C'est le début d'une des plus grandes pages de l'archéologie qui s'ouvre. Howard Carter et Lord Carnarvon ne se doutent pas un seul instant de la malédiction qu'ils s'apprêtent à déclencher. Automne 1917, les fouilles commencent. La mission est titanesque. La vallée des rois a une superficie de 2 hectares, soit l'équivalent de 3 terrains de football. Les deux hommes avancent avec un plan précis en tête. Howard Carter a rassemblé une série d'indices archéologiques qui lui laissent penser que Toutankhamon est certainement enterré selon lui dans la vallée des rois, où non seulement ont été découverts des objets qui portent en fait le nom de Toutankhamon, et où ont été enterrés aussi les membres de la famille de Toutankhamon pendant le siècle qui le précède. L'archéologue commence par circonscrire un périmètre autour des objets retrouvés et relie les points pour former cet énorme carré. Il en est persuadé, le tombeau du pharaon est quelque part à l'intérieur. Il se dit que la meilleure chose à faire, c'est de fouiller la vallée de fond en comble pour voir s'il y a encore quelque chose à découvrir. Il va faire un quadrillage systématique et il va fouiller carré après carré. Seulement, après 5 années de fouilles et 200 000 tonnes de terre et de sable excavés, toujours aucune trace de ce fabuleux tombeau tant convoité. Nous sommes en 1922. Lord Carnarvon a perdu une grande partie de sa fortune pendant la Première Guerre mondiale. Il doit faire des économies et décide d'arrêter les fouilles. Howard Carter se rend immédiatement au château d'Highclere pour tenter de convaincre son mécène de continuer les recherches.
Pour Howard Carter, c'est la dernière chance de découvrir la tombe. Il est quasiment sûr que le tombeau de Toutankhamon se trouve quelque part dans la vallée des rois. Mais il reste à trouver le lieu exact. Et il dit à Lord Carnarvon, peut-on avoir une autre tentative pour trouver la tombe de Toutankhamon? Il savait où il devait creuser. Et la suite appartient à l'histoire. Grâce à un charisme naturel, un flair et une force de conviction chevillée au corps, Howard Carter parvient à obtenir in extremis de son mécène une 6e et dernière année de financement. Il n'aura pas besoin de plus. Si l'archéologue est aussi sûr de lui, c'est parce qu'au cours de ses recherches, il a rencontré une série de vieilles cabanes d'ouvriers datant de l'époque des pharaons. Jusqu'à présent, il s'est refusé de creuser au niveau de ces bâtiments en bois à cause des touristes. Ils ont évité cet endroit pendant plusieurs années, parce que cette zone est très proche de la tombe de Ramsès VI, qui est un vrai attrape-touriste. Howard Carter et Lord Carnarvon obtiennent des autorités égyptiennes l'autorisation de creuser à cet endroit-là. Ils vont pouvoir voir ce qu'il se trouve sous ces cabanes. Seulement, l'archéologue n'a pas d'autre choix que de les détruire. Et il se dit, si c'était là. C'est au fond le seul endroit que je n'ai pas vraiment exploré, et ça pourrait être là. Mais alors il faut détruire. Donc, on casse. Le 1er novembre 1922, dans cette fouille de la dernière chance, Howard Carter et son équipe creusent à l'emplacement de ces cabanes. Des recherches qui ne tardent pas à révéler leur premier secret. 4 novembre 1922. Après seulement 3 jours de travail, les fouilleurs font une découverte extraordinaire. Une marche enterrée depuis plus de 3000 ans. Le silence s'installe sur le chantier. Serait-ce le Graal tant espéré? Carter, il connaît la vallée comme plus que comme ses poches. Ça, c'est une marche de la 18e dynastie. Mais vous imaginez, tout à coup, presque le rêve d'une vie qui se réalise. Il ne sait pas encore ce que c'est. Il sait simplement qu'il vient de découvrir une tombe intacte de la 18e dynastie dans la vallée des rois. Donc c'est une tombe royale. Ça ne peut pas être autre chose. Et de qui alors? Il va dégager les 3 premières marches et très vite, il voit qu'ils descendent vers une tombe qui est en contrebas donc d'une descendrie avec escalier. Il découvre un escalier de 16 marches, mesurant 1,60 m de large et s'enfonçant 4 mètres sous terre. Le moment est historique. Ces marches donnent sur une porte scellée, bloquée par des pierres plâtrées. Une nouvelle surprise attend Howard Carter. Il est en présence de cartouches de la nécropole royale, la signature des pharaons. Il trouve des objets qui sont au nom de plusieurs pharaons, qui mentionnent Akhenaton, Meritaton et Toutankhamon lui-même. Alors, nouvelle confirmation extraordinaire, c'est une tombe de roi. Il devait être très très content, mais toujours inquiet parce qu'il y avait une porte, mais il ne savait pas ce qu'il y avait derrière. Howard Carter décide de s'arrêter là, recouvre l'entrée de la tombe et écrit un télégramme à son mécène Lord Carnarvon, rentré en Angleterre pour l'hiver. Avons enfin fait une merveilleuse découverte dans la vallée, une tombe magnifique avec des sceaux intacts. Attendons votre arrivée. Félicitations, Carter. Howard Carter ne peut ouvrir le tombeau sans son mécène qui s'empresse de venir avec sa fille, Lady Evelyn Herbert, sans se douter un seul instant qu'il ne reverra jamais sa terre natale. Lord Carnarvon est d'abord allé à Paris, a pris un train pour Marseille, puis un bateau pour Alexandrie. Et encore, un train pour Le Caire, puis un autre pour Luxor. Il n'y avait pas de vol direct à l'époque. C'était un voyage de 2 semaines. 23 novembre 1922. 3 semaines après la découverte de la tombe, Howard Carter se rend à Luxor pour accueillir son mécène et sa fille. Avant de partir, Carter a laissé son canari chez lui. Un acte anodin aux conséquences insoupçonnées à ce moment-là. C'était un magnifique canari. Il chantait divinement bien. Les travailleurs adoraient l'entendre. Quand soudain, il s'est fait dévorer par un cobra.
C'est très symbolique, parce que le cobra représente le roi d'Égypte. La littérature religieuse de l'Égypte antique nous apprend que les cobras crachent du feu et du venin sur les ennemis du pharaon. C'est immédiatement perçu comme une métaphore de la vengeance du pharaon. Sur le chantier, l'inquiétude règne. Des ouvriers égyptiens prennent la mort du canari au sérieux. Beaucoup d'entre eux prêtent toujours des qualités divinatoires à leurs illustres ancêtres. Les anciens Égyptiens considéraient que la mort était un passage vers l'au-delà, un voyage qu'il ne faut en aucun cas perturber. Ça a fait beaucoup jaser parce qu'on a commencé à dire est-ce que ça ne serait pas déjà Pharaon qui se révolte? Est-ce que c'est pas un avertissement pour qu'on n'aille pas plus loin? Déranger un mort, ouvrir une tombe, ça a vraiment une portée symbolique. Beaucoup de gens, au final, sont aussi superstitieux et c'est cette superstition-là qui va avoir aussi beaucoup de place dans l'affaire Toutankhamon. Cette superstition prend rapidement les allures d'un mauvais présage annonçant une malédiction. Il sera le premier d'une longue liste. Alors que la méfiance est de mise pour une partie des ouvriers égyptiens, cette croyance n'arrête pourtant pas les explorateurs. 25 novembre 1922. C'est l'heure de gloire pour Lord Carnarvon et Howard Carter. Mais leur joie est de courte durée. Après avoir détruit la porte, ils font face à l'entrée d'un couloir rempli de gravats, comme s'il avait été rebouché. À ce moment-là, Howard Carter, il va se dire, il s'est passé quelque chose, on n'est peut-être pas en fait les premiers à venir. Il ne savait pas si les voleurs étaient rentrés et l'avaient pillé ou si tout était intact. À l'Antiquité, la vallée des rois était gangrénée par des gangs organisés qui pillaient les tombeaux une fois les funérailles des pharaons terminées. Bien que Howard Carter ait trouvé une nouvelle tombe, il y a de fortes chances que tout son contenu ait déjà été dérobé quelque temps après l'enterrement du monarque. Le cauchemar de tout archéologue. Trouver une inhumation intacte relève pratiquement de l'impossible en archéologie égyptienne. Il est quand même assez déçu parce qu'il n'est pas du tout certain de trouver la tombe qu'il cherchait, c'est-à-dire la tombe intacte de Toutankhamon. Pour en avoir le cœur net, il dégage le couloir avec minutie. Le lendemain, il est totalement vidé. À l'autre bout de ce corridor de 8 mètres de long, une nouvelle surprise les attend. Et cette fois-ci, il y a un nouveau sceau avec le nom du pharaon qui est là. Toutankhamon. Seulement, nouvelle déconvenue, le sceau n'est pas intact non plus. Les pillards auraient-ils vidé ce qu'il se trouve de l'autre côté de cette porte? Un seul moyen de le savoir. Ce que Carter va faire, c'est qu'il va percer un trou dans l'angle supérieur gauche. Howard Carter fait passer une bougie à l'intérieur pour voir s'il arrive à distinguer quelque chose. Il distingue presque rien. Il voit des formes, il se demande qu'est-ce que c'est, enfin, même des formes qu'il a du mal à maîtriser. Dans cette pénombre, il reste plusieurs dizaines de secondes sans rien dire. Il n'en croit pas ses yeux, littéralement. Lord Carnarvon lui dit « Alors, voyez-vous quelque chose ?» Il lui répond cette phrase devenue mythique « Oui, des merveilles. » Face à cette découverte extraordinaire, ils prennent une décision capitale. Le protocole archéologique interdit d'entrer dans une sépulture récemment trouvée sans la présence des autorités égyptiennes. Ils ne tiennent pas compte de cette obligation et pénètrent dans ce qui sera l'antichambre du tombeau. Une pièce de 8 mètres de long sur 3,60 mètres de large. À l'intérieur, pas moins de 700 objets en or racontant la vie du pharaon. Beaucoup d'entre eux portent le sceau de Toutankhamon. Aucun doute, il s'agit bien de son tombeau. Lits, chars, vases, colliers, coffres. Jamais pareille trouvaille n'a été faite. Vous avez un aperçu de ce monde extraordinaire, resté enfermé pendant 3500 ans. C'est un sentiment unique. Chaque objet trouvé a été placé ici par les anciens Égyptiens. C'est tellement inattendu. C'est vrai que ça bouleverse pas seulement la vie de l'égyptologie. C'est notre histoire à nous. C'est ce que peut-être les humains ont pu faire de plus beau sur cette terre. C'est aussi la première fois que l'on trouve
une tombe de roi intacte dans la vallée des rois. On ne sait pas encore la quantité et la qualité des trésors qu'il y a dedans. On sent que c'est très prometteur. Et la tombe ne va pas décevoir. Ils découvrent aussi une deuxième salle que Howard Carter appellera l'annexe. Là encore, de nombreuses affaires personnelles du pharaon ont été déposées. Le meilleur semble à venir pour l'archéologue et son mécène. A priori, la tombe est intacte. Il y a une chose qu'il ne sait pas encore, c'est si le corps est toujours dans la tombe. Il doit encore s'en assurer. Une fois qu'ils ont trouvé la tombe de Toutankhamon, ça a entraîné de nouveaux défis à relever. 30 novembre 1922. Une semaine plus tard, la nouvelle est révélée au grand public. Cette découverte colossale est un événement international. La presse du monde entier se rend dans la vallée des rois pour couvrir l'événement, sans se douter un seul instant que la malédiction de Toutankhamon s'apprête à frapper fort. La découverte de la tombe de Toutankhamon est le premier événement médiatique majeur de l'histoire. C'est une grande nouvelle. Ça fait la une des journaux presque partout dans le monde. C'est presque devenu un feuilleton télévisé. Est-ce que Toutankhamon est là? À quoi ressemble-t-il? Que porte-t-il? Quel âge a-t-il? Pour Lord Carnarvon, c'est l'heure de gloire. Cette découverte est la chance tant attendue de figurer pour l'éternité aux côtés d'un grand nom de l'Égypte antique, mais aussi de gagner de l'argent. Il signe un contrat d'exclusivité avec le Times de Londres, un des quotidiens britanniques les plus lus de l'époque, pour la somme faramineuse de 5 000 livres sterling, l'équivalent de 300 000 € aujourd'hui. Cet accord témoigne de la fascination ambiante pour les mystères de l'Égypte. Seul ce journal a accès aux tombeaux, aux photos, aux témoignages et aux scoops. Seulement, cette décision crée un gros problème chez les autres quotidiens. Ils ne peuvent publier des photos qu'une fois que le Times a édité et publié ces photos. Donc c'est extrêmement frustrant et ça crée plein de tensions. C'est une décision très importante, parce que ça veut dire que tous les autres médias n'ont rien à raconter, excepté des rumeurs. Est-ce que on a des risques à ouvrir un tombeau aussi ancien? Est-ce que des choses auraient été laissées pour justement empêcher n'importe qui de rentrer dans ce tombeau fermé il y a des milliers d'années? Ces questions font écho à un récit bien connu des contemporains de la découverte, la vengeance de la momie. Ce qui ressemble au scénario d'un film de série B est une fiction très répandue dans les romans gothiques du XIXe siècle. De nombreux auteurs utilisent ces histoires de malédiction pour apporter de nouveaux frissons à des lecteurs en manque de sensations fortes. Les gens étaient formatés pour penser que les momies étaient étranges et qu'elles pouvaient revenir à la vie, ou qu'elles pouvaient avoir des pouvoirs diaboliques qui pourraient s'étendre en dehors de leur tombe. Donc les gens l'ont vraiment accepté. Quand une momie égyptienne apparaît dans ces histoires, c'est toujours négatif. C'est toujours lourd de conséquences. Une momie malveillante serait même à l'origine d'un des plus grands naufrages de l'histoire. Les gens ont tendance à croire que les momies sont malveillantes et font de terribles choses. Si bien que quand le Titanic a coulé, 10 ans avant l'ouverture du tombeau de Toutankhamon, on a accusé la momie ou son sarcophage présent à bord d'être responsable du naufrage. La momie en question, car il y en avait réellement une à bord, aurait pris possession de l'esprit du capitaine Smith et lui aurait dicté ses mauvais choix. Un mauvais conte pour beaucoup de contemporains, un signe alarmant pour d'autres qui croient clairement à la vengeance de la momie. Tout ce terreau va faire que la momie va déjà avoir, elle va être un symbole fort pour les personnes qui rappellent la mort tout simplement, donc ça fait peur quand même. C'est attirant, mais c'est aussi repoussant et dangereux. C'est une combinaison que nous trouvons absolument addictive. Howard Carter lui-même va avoir des personnes qui lui disent « Attention, vous dérangez les morts ». Donc déjà à ce moment-là, lui, il reçoit des informations directes de personnes qui croient au fait que voilà, le mort va se venger ou le mort va revenir. La popularité de la découverte permet à Lord Carnarvon et Howard Carter d'avoir de nombreux soutiens, notamment de musées internationaux comme le Metropolitan de New York. Très vite, l'archéologue constitue une équipe de professionnels. C'est un travail de titan qui attend ces experts. Ils doivent répertorier, référencer et solidifier chaque pièce de l'antichambre pour assurer leur conservation.
C'est un processus très méticuleux qui suit plusieurs étapes. Tous ces objets sont enveloppés, mis en caisse, transportés jusqu'au Nil, puis envoyés au Caire pour être exposés immédiatement au musée égyptien. Une équipe taillée pour l'immense défi qui les attend. Seulement, aucun d'eux ne peut se douter qu'ils seront les victimes de la malédiction de Toutankhamon. 17 février 1923, 3 mois après la découverte de la tombe, l'antichambre est complètement vidée. L'antichambre, c'est l'aperçu, et il est déjà grandiose. Qu'est-ce qui se cache derrière? Est-ce que le reste est aussi extraordinaire que ce qu'ils viennent de trouver là? Le moment est historique. Une vingtaine de privilégiés assistent à l'ouverture de la paroi située entre les 2 statues des gardiens de la tombe. De l'autre côté, une pièce de 5 mètres sur 3,20 mètres et 2,70 mètres de hauteur. Elle est entièrement occupée par une énorme chapelle portant tous les insignes royaux. La chambre funéraire. C'est du jamais vu. C'est quelque chose qu'on attend depuis des siècles. On découvre une salle qui est relativement grande, dans laquelle il est très difficile de circuler, puisqu'elle est vraiment remplie comme un œuf. Howard Carter s'immisce dans l'espace entre les murs et les parois de la chapelle. Il ouvre une porte d'accès et fait face à une autre chapelle plus petite, enchâssée comme des poupées russes. Et là, la nouvelle est radieuse. Le sceau de la porte est intact. Le doute n'est plus permis. La momie du pharaon Toutankhamon se trouve dans cette chapelle, reposant sous terre depuis 3245 ans. Pour Howard Carter et Lord Carnarvon, comme pour l'humanité tout entière, c'est un monde nouveau qui s'ouvre. Un voyage dans le temps et le privilège d'assister aux funérailles d'un pharaon. C'est un moment figé dans le temps. On pénètre dans la vie d'un ancien pharaon d'Égypte. Cela donne l'impression d'être intime avec Toutankhamon. C'est la découverte par excellence, avec un grand D dans toute l'histoire de l'archéologie. C'est la plus retentissante, c'est la plus emblématique, c'est la plus impressionnante. À côté se trouve une autre pièce où gît le trésor du pharaon. Un legs inestimable laissé là par les anciens Égyptiens. Le tombeau de Toutankhamon est la 62e sépulture trouvée dans la vallée des rois. Immaculée, elle est la plus riche jamais trouvée. Howard Carter tient sa victoire. Mais c'est sans compter sur l'apparition de nouveaux ennemis. N'oubliez pas que Carter est un autodidacte. Il n'a pas de diplôme, il ne sort pas d'une université et il vient de faire la plus grande découverte archéologique de tous les temps. Est-ce que vous pouvez imaginer une seconde les jalousies qui vont se déclencher? À l'extérieur de la tombe se trouvent tous les envoyés spéciaux des journaux lésés par l'exclusivité au Times. Tous se sont ligués contre Carter et Carnarvon. L'un plus en particulier, Arthur Weigall. Employé par le Daily Mail, l'un des grands concurrents du Times, cet ancien égyptologue est un rival et un ennemi majeur de Howard Carter. Quand Howard Carter et Lord Carnarvon mettent en scène cette grande cérémonie devant les caméras pour mettre la tombe à jour, Arthur Weigall dit à un autre journaliste « La façon dont il gère cela est très irrespectueuse. Je lui donne 6 semaines à vivre. » Nous sommes le 17 février 1923. Il ne sait pas à quel point cette phrase sera prémonitoire du réveil d'une terrible malédiction. Lord Carnarvon tombe subitement malade. La cause, une infection due à une plaie infectée au visage. Alors que Lord Carnarvon et sa fille font une croisière sur le Nil, il se fait piquer par un moustique. Quelques jours plus tard, il se coupe en se rasant à l'endroit de cette piqûre, ce qui entraîne une septicémie. La maladie soudaine de Lord Carnarvon est commentée par les journaux du monde entier. Chacun y va de son avis. Mary Corelli, la romancière la plus lue de l'époque, apporte même sa contribution.
Marie Corelli a écrit sur l'Égypte antique pendant toute sa carrière. L'un de ses premiers livres, The Romance of Two Worlds, a comme sujet l'Égypte et la magie antique. En dehors du livre, on a l'impression qu'elle construit une sorte de religion, où elle dit que les idées présentes dans son livre commencent à se répercuter sur le monde réel. De nombreuses personnes adhèrent à sa pensée, qu'elle appelle The Electric Creed, le credo électrique. En tant qu'auteur, elle fait autorité, et beaucoup de gens la croient. Lorsque Lord Carnarvon tombe malade, elle livre son point de vue sur la question dans la presse. Elle s'efforce de donner une explication rationnelle à la maladie de Lord Carnarvon, une voix qui porte et qui vient semer le trouble sur cette affaire. Dans un de ses articles, Marie Corelli cite un livre ancien dans lequel il est expliqué que de terribles choses arrivent à ceux qui osent s'approcher de la tombe d'un pharaon. Un livre qui révèle la présence de poisons à l'intérieur des tombes, ce qui aurait potentiellement tué Lord Carnarvon. C'est peut-être vrai, c'est peut-être ce qu'il s'est réellement passé. Des annonces au goût de prémonition qui ne vont pas tarder à se vérifier. « 5 avril 1923, Lord Carnarvon décède au Caire, d'une septicémie pour ses médecins, de la vengeance du pharaon pour d'autres. Et si c'était vrai? Et si les prédictions d'Arthur Weigall et de Marie Corelli étaient avérées? Toujours est-il que les journaux, lésés par l'exclusivité accordée aux Times, y voient l'histoire rêvée à raconter. Ce jour-là, je dirais qu'effectivement naît la malédiction, parce que on fait un lien évident entre la découverte de la tombe et la mort de son promoteur, de son financier et d'un des co-découvreurs. Nombreuses sont les personnes qui pensent que s'il est mort, c'est parce qu'il a dérangé le repos de Toutankhamon. Et ils peuvent compter sur un allié de poids avec un témoin oculaire. La presse se fait immédiatement le relais des dires de l'infirmière et des étranges paroles que Lord Carnarvon aurait prononcées avant d'expirer. Forcément, cette phrase décrite par l'infirmière va venir appuyer déjà des peurs qui rôdaient autour de l'ouverture de cette tombe. Ça alimente encore plus ce que des personnes vont penser être la vérité, c'est-à-dire qu'il y a un problème, qu'il y a vraiment un dommage, on va dire presque spirituel, de déranger un pharaon. Quel crédit peut-on accorder à ce témoignage? Pour beaucoup de journalistes, tout le crédit du monde. Le mécène aurait troublé le sommeil du pharaon et il viendrait d'en subir sa vengeance. Gare à ceux qui continueraient de violer son tombeau. Rapidement, le récit de la malédiction de Toutankhamon fait plus vendre que la découverte de la tombe et de ses fabuleux trésors uniques au monde. Un journaliste raconte qu'une tablette aurait été trouvée à l'entrée de la tombe dont le contenu aurait été ignoré par les explorateurs. Le texte les aurait pourtant mis en garde. La mort frappera de ses ailes quiconque pénétrera dans ce tombeau. Si la présence de cet avertissement dans le tombeau de Toutankhamon est controversée, elle n'en est pas moins crédible. Même si c'est relativement rare, statistiquement, on trouve des imprécations, des menaces en fait contre ceux qui viendraient troubler le sommeil éternel du mort. On trouve des traces écrites de malédiction. Si vous violez ma tombe, si vous y entrez impropre, que le conseil des dieux vous juge, qu'il vous torde le cou comme une oie, que le lion vous mange, que le crocodile vous dévore. Malheur donc à ceux qui ont pénétré la tombe du pharaon. La rumeur grandit de jour en jour. Toutes les personnes ayant pénétré dans la tombe seraient condamnées. La sépulture de Toutankhamon devient un tombeau maudit. Les gens disent que même si elle n'existe plus aujourd'hui, une malédiction a bien existé. Ils y croient fortement et rapidement cette idée de malédiction ne va pas seulement s'appliquer à Lord Carnarvon. Et à partir de là, ça va enfler. Et malheureusement, il va y avoir un certain nombre de morts qui vont permettre d'alimenter cette malédiction. Howard Carter et son équipe ne le savent pas encore, mais Lord Carnarvon est la première victime de la malédiction. Le 26 septembre 1923, soit près de 6 mois après l'étrange décès du mécène de la découverte du tombeau de Toutankhamon, son frère meurt à l'âge de 43 ans. Le frère de Lord Carnarvon est décédé des suites d'une septicémie. Ça a été mis sur le compte de la malédiction.
Sa mort amplifie le poids de la malédiction dans les esprits. Surtout qu'à partir de ce moment-là, les journalistes se mettent à enquêter sur des morts déjà survenues auparavant, dont plusieurs leur paraissent suspectes. 1 mois et demi après le décès de Lord Carnarvon, le 16 mai 1923, George Jay Gould, un notable américain, meurt d'une pneumonie après avoir visité le tombeau. La presse s'y voit là une victime de la malédiction de Toutankhamon, tout comme un autre inconnu. Tous les ouvrages qui parlaient de la malédiction parlaient d'un professeur Lafleur, qui était un ami de Carter, qui serait mort à ce moment-là. Entre avril 1923 et novembre 1924, 6 personnes ayant pénétré la tombe ou étant en lien avec quelqu'un l'ayant visité décèdent subitement. Sir Archibald Reed meurt en janvier 1924. Et il était radiologue et chercheur en radiographie. Il a donc été fortement exposé à des radiations. Néanmoins, timing parfait pour sa mort. Parmi ces morts, l'une vient particulièrement frapper les esprits. Au cours de l'été 1924, Hugh Evelyn White, un archéologue ayant participé à l'excavation de la tombe, se pend. Avant sa mort, il aurait laissé un mot avec son propre sang. Le 19 novembre, Lee Oliver Stack, gouverneur britannique du Soudan égyptien, est assassiné dans les rues du Caire quasiment 1 an, jour pour jour, après sa visite du tombeau. Pour la presse comme pour une partie du public, ces personnes seraient les premières victimes de la malédiction du pharaon. Ils sont loin de s'imaginer à quel point ils ne sont qu'au début de leur surprise. Dès qu'il arrive malheur à quiconque est associé à ce projet, un décès par exemple, on blâme la malédiction du pharaon. Surtout que les croyances font surface. Elles apportent des clés d'interprétation effrayantes au drame survenu. Les anciens Égyptiens avaient une conception de la mort bien différente des sociétés modernes. Pour les hommes et les femmes de l'Égypte antique, la mort n'est pas une fin. La mort physique est un passage et quelque chose qui va ouvrir un autre chemin, un voyage extrêmement dangereux. Le fait de venir troubler le corps d'un pharaon, c'est un outrage extrêmement grave. Évidemment, l'idée d'une vengeance n'est pas exclue, dans les croyances en tout cas, et ça va faire boule de neige. Pour les Égyptiens, un mort peut revenir, agir sur le monde d'ici-bas comme s'il avait un corps de vivant, à travers sa momie. D'autant que lorsque la malédiction de Toutankhamon naît, le contexte politique international prête à adhérer à des croyances occultes. Le monde sort à peine des affres de la Première Guerre mondiale et ses 20 millions de morts. En 1919, la grippe espagnole a frappé le monde entier et fait plus de 50 millions de victimes. Les gens ont besoin d'évasion. La magie de la découverte d'une tombe égyptienne et le réveil de forces obscures endormies depuis des millénaires fascinent. De nombreuses personnes en Occident souhaitent trouver un moyen d'entrer en contact avec les morts ou sont contents de croire à une autre forme de vie. La religion n'est plus ce qu'elle était. Les gens explorent de nouvelles idées. On se pose des questions. Qu'est-ce qui se passe après? Est-ce qu'il y a une vie? Est-ce que les fantômes existent? L'idée d'une malédiction attire la curiosité des gens, qu'importe d'où ils viennent. Même des personnes parfaitement rationnelles se trouvent attirées par quelque chose de complètement surnaturel. C'est le cas d'une célébrité de l'époque. Arthur Conan Doyle, le créateur de Sherlock Holmes, apporte sa contribution à la malédiction du pharaon. Convaincu de l'existence des revenants, dont il avait, disait-il, des preuves photographiques, il ne peut s'empêcher de surenchérir en affirmant qu'un esprit malin pourrait être la cause de la maladie fatale de Lord Carnarvon. Et donc lui, il va parler de cette malédiction, et évidemment, comme il est écouté et respecté, ça va prendre une ampleur encore plus folle. Pour le grand public, il est donc difficile de savoir à qui se fier et de connaître la vérité. Toujours est-il que les histoires de malédiction n'ont jamais fait couler autant d'encre et vendu autant de papier. Un triomphe pour la presse à sensation. De son côté, Howard Carter a enfin repris son exploration et s'apprête à révéler à la face du monde l'un des plus beaux testaments des anciens Égyptiens, mais aussi
l'un des plus mystérieux. Évidemment, ce sont des années stressantes. On veut être sûr que Toutankhamon se trouve vraiment à l'intérieur, ce qui crée beaucoup de tension. En même temps, on ne peut pas se précipiter. Personne n'a jamais vécu ça avant. La chambre funéraire est composée de 4 chapelles disposées comme des poupées russes. À l'intérieur se trouve un sarcophage en quartzite dans lequel reposent 3 cercueils placés les uns dans les autres, dont le dernier est composé de 110 kilos d'or. Le démantèlement des chapelles en bois doré est un travail très complexe. Une fois terminé, on peut enfin soulever le couvercle du sarcophage. Il avance pas à pas avec beaucoup de minutie. Il faut prendre certaines cordelettes, certaines casses, il faut donc prendre un treuil, il faut certaines poulies. C'est ahurissant, ahurissant. 28 octobre 1925, un instant unique où Howard Carter fait face à l'histoire. À la suite d'un travail extrêmement délicat, il parvient à soulever le couvercle du cercueil d'or. Un instant à jamais gravé dans l'esprit de l'archéologue. À l'intérieur se trouve l'objet de ses désirs, la momie de Toutankhamon. Son visage est couvert d'un masque magnifique de 10 kilos d'or. On a l'impression d'être face à quelqu'un qui s'est endormi, qui est un peu séché sans doute, mais qui s'est endormi. Donc c'est très très impressionnant. Son crâne est couvert d'un magnifique masque en or. Il représente le visage sculpté du pharaon, immortalisé pour l'éternité. Howard Carter retire le masque d'or pour découvrir le visage momifié de Toutankhamon. C'est là qu'une découverte étonnante fait ressurgir la malédiction du pharaon. Une petite cicatrice. Quand la momie de Toutankhamon a été examinée, ils lui ont trouvé un léger défaut sur la joue. Ceci a bien sûr rendu les gens hystériques. Ils ont dit c'est exactement l'endroit où Lord Carnarvon s'est fait piquer, là où son infection s'est développée. Pas de doute, c'est Toutankhamon qui l'a maudit. La presse internationale s'empresse de révéler cette étrange découverte et soulève de nombreuses questions. Le pharaon aurait-il fait subir au mécène anglais le poids de sa vengeance pour le punir d'avoir troublé son sommeil? Une partie du public en est persuadée. Pour Howard Carter, en revanche, la victoire est totale. La découverte du corps du jeune roi lui permet de lever le voile sur l'identité de Toutankhamon. Alors que tout le monde s'attend à découvrir la momie d'un homme âgé, il fait face à la momie d'un jeune homme de 19 ans. Howard Carter ne savait pas que Toutankhamon était un jeune garçon. En trouvant son corps, il a obtenu des informations nouvelles sur l'Égypte antique que personne ne comprenait jusqu'alors. Toutankhamon devenait le premier roi à être découvert dans sa tombe de la vallée des rois. Indépendante depuis 1922, cette nouvelle et jeune Égypte s'identifie à celui que tout le monde appelle désormais King Tut. Les Égyptiens y voient une forme de renaissance et un retour à un passé glorieux. Tout le monde s'approprie l'effigie du jeune pharaon par-delà les générations. L'Égypte ancienne et Toutankhamon deviennent des sujets omniprésents. Cela a abouti au phénomène que nous appelons aujourd'hui Toutmania. Il y a même un disque du groupe de rock américain ZZ Top qui est découpé en forme de masque de Toutankhamon. Absolument tout le monde va vouloir revendiquer cette icône qui est devenue vraiment l'emblème de l'Égypte pharaonique par excellence. Un bonheur ambiant et une fierté partagée par tout un peuple, mais c'est sans compter sur le retour de la malédiction du pharaon. Les cicatrices identiques sur les visages de Toutankhamon et Lord Carnarvon continuent aussi de faire couler beaucoup d'encre. Une partie du public prend peur, notamment les propriétaires d'objets d'art égyptiens. En Angleterre, les propriétaires de souvenirs égyptiens ont soudainement pris peur. Ils ont commencé à les donner aux musées locaux, terrifiés à l'idée d'avoir attiré la malédiction du pharaon dans leur maison. Et si la momie devenait vivante? Et s'il s'agissait d'une magnifique prêtresse ou reine d'un pharaon? Et si elle possédait des pouvoirs magiques qui pourraient la ramener à la vie? Beaucoup de personnes les ont enterrés dans leur jardin. Si à l'avenir des archéologues s'aventurent à creuser dans les jardins de maisons victoriennes, ils y trouveront sûrement des momies égyptiennes. Tout cela n'est pas fondé, mais l'irrationnel gagne certains esprits. La malédiction de Toutankhamon
continue de faire vendre, d'autant plus que les morts continuent d'affluer. En 1928, c'est au tour d'un nouveau membre de l'équipe d'Howard Carter de décéder. L'égyptologue Arthur Mace meurt sans raisons apparentes. Un an plus tard, en 1929, Richard Battle, le secrétaire personnel de Lord Carnarvon, est retrouvé mort dans d'étranges circonstances dans son club londonien. Le Times, à l'époque, rapporte que le capitaine Richard Battle était obsédé par la malédiction de Toutankhamon. Après avoir dit « Je ne peux plus supporter ces horreurs », il aurait sauté par la fenêtre d'un hôtel de Londres. En 1935, James Bristid, l'autre égyptologue de l'équipe d'Howard Carter, meurt à la suite d'une infection. Il fallait continuer ce feuilleton, il fallait continuer à raconter l'histoire, et surtout cette histoire macabre et terrible avec plein de morts qui recommencent. Donc le pharaon n'est ni calmé, ni vengé, il a encore besoin de se venger. C'est du moins ce que les tenants de la malédiction racontent avec passion et avidité dans les colonnes de leur quotidien. Ils vont bientôt devoir confronter leur récit à celui de la communauté scientifique. Ces oiseaux de mauvais augure viennent jeter le discrédit sur leur histoire surnaturelle. Les scientifiques ont déclaré « c'est peut-être un problème lié à la tombe, et il y a sûrement une explication plus rationnelle ». On sait que lorsqu'on ouvre une tombe qui est scellée, la putréfaction des momies, le renfermement en fait de l'air peut générer des gaz toxiques. Il y a déjà eu des cas qui ont été mentionnés à l'époque de personnes qui ont été contaminées, parfois jusqu'à la mort, qui sont mortes d'asphyxie. Cette piste est donc crédible, d'autant que plusieurs personnes enregistrées comme victimes de la malédiction par la presse sont décédées des suites d'une pneumonie. Dans les années 90, des chercheurs allemands apportent de nouveaux éléments de réponse. Dans le tombeau le plus célèbre du monde, ils identifient des champignons toxiques connus sous le nom d'Aspergillus. Quiconque est entré dans la tombe de Toutankhamon a été exposé à ces germes qui recouvraient les murs. Certains de ces champignons, qui selon les fragilités des visiteurs, peuvent évidemment affecter leur système respiratoire et pourraient être la cause de certains malaises, au moins de quelques visiteurs de cette tombe. S'il y avait des champignons toxiques dans la tombe, à mon avis, ils avaient été amenés avec les fouilleurs. Ce ne sont pas des champignons antiques qui ont soudain ressuscité après 3000 ans. Aujourd'hui, le tombeau de Toutankhamon est l'un des plus prisés de la vallée des rois. Victime de son succès, les peintures de la chambre funéraire ont commencé à se dégrader à cause de la surfréquentation touristique. Depuis 2007, le nombre de visiteurs journaliers est limité à 400 personnes. Ces privilégiés peuvent voir la momie du pharaon à gauche de l'antichambre dans une vitrine transparente la protégeant de l'air extérieur. Et aujourd'hui, les autorités égyptiennes ont mis en place des appareils qui permettent de mesurer le niveau d'humidité pour empêcher la détérioration de la tombe, mais aussi qui pourraient avoir un impact évidemment médical sur les visiteurs. Cette piste des champignons pourrait donc éclairer certains décès. Les autres peuvent s'expliquer d'une manière encore plus pragmatique. La moyenne d'âge des victimes est de 52 ans, ce qui équivaut à l'espérance de vie de l'époque. À l'époque, il n'y avait pas la médecine avancée que nous avons aujourd'hui. Il n'avait même pas d'antibiotiques. La pénicilline fut seulement développée en 1928. Je pense que c'est la preuve finale. Et puis si les gens veulent croire à l'existence d'une malédiction, ils y croiront. Et il n'y a probablement rien que vous puissiez dire pour les convaincre du contraire. Toujours est-il que la malédiction continue de faire parler d'elle, notamment lors du 50e anniversaire de la découverte du tombeau en 1972. À cette occasion, le trésor de Toutankhamon quitte l'Égypte pour une exposition sans précédent au British Museum de Londres. Le directeur des Antiquités du Caire et le président des entrepreneurs qui organisent l'expédition au musée anglais meurent soudainement. Et donc, cette idée de malédiction, elle va reprendre, évidemment. Alors, les deux morts qui arrivent en plus par-dessus cet événement déjà extrêmement médiatique de la venue de ce trésor en Angleterre, ça ficelle le tout, c'est parfait, c'est un sujet idéal. En totalité, 27 personnes sont associées à la malédiction de Toutankhamon, victimes de la soi-disant vengeance du pharaon. Une chose est sûre, Howard Carter et Lady Evelyn Herbert,
qui ont tous deux passé beaucoup de temps dans le tombeau, ne meurent que des années plus tard, respectivement 17 et 58 ans après leur visite de la tombe. Howard Carter entre dans la légende, associé à jamais au nom de Toutankhamon. Pourtant, sa mémoire n'a pas été épargnée par les jalousies de son époque. Carter n'a rien reçu. Il n'a même pas eu la médaille du travail, aucun titre, aucune décoration, et il n'a pas été reconnu comme archéologue. Il est mort seul, sans aucun hommage, alors qu'il avait fait une découverte extraordinaire, seulement 15 ans plus tôt. Loin d'être réhabilité par tous ses pairs, c'est pourtant grâce à Howard Carter que le tombeau de Toutankhamon est passé à la postérité à jamais. Grâce à l'obsession et à la passion de cet archéologue autodidacte, nous savons désormais que le pharaon a joué un rôle crucial pendant une des périodes les plus terribles de la civilisation pharaonique. Arrivé sur le trône à l'âge de 9 ans, il restaura l'ordre dans une terre laissée dans le chaos par les réformes politico-religieuses d'un de ses prédécesseurs, le pharaon Akhenaton. Tout porte à croire qu'il aurait sans doute apporté d'autres contributions impressionnantes à l'histoire de l'Égypte s'il n'était pas mort prématurément à l'âge de 19 ans. La découverte de la tombe de Toutankhamon, elle a vraiment réinventé en fait, le champ de l'étude égyptologique. Et encore aujourd'hui, 100 ans après la découverte de la tombe, les études autour de Toutankhamon continuent à produire des résultats assez extraordinaires à peu près tous les ans. Au final, son voyage post-mortem, il l'a réussi, il est éternel. Tout le monde connaît Toutankhamon de nom, même si personne ne sait ce qu'il a fait. Quant à la malédiction, elle est à jamais indissociable de la découverte du tombeau du pharaon. Pour les anciens Égyptiens, il était très important de ne pas être oublié et d'être reconnu. Howard Carter a donc redonné à Toutankhamon sa renommée et sa place dans l'histoire. Pourquoi voudrait-il alors le tuer ? On ne peut pas empêcher la malédiction d'exister. La nier, c'est être maudit. Peu importe ce que les experts, les professionnels, les égyptologues disent, la croyance perdurera toujours. Il y a encore beaucoup de gens qui croient de nos jours. Enfin, elle tue beaucoup moins de nos jours qu'elle n'a tué entre 1922 et 1930. La malédiction du pharaon reste à jamais ancrée dans l'histoire comme l'une des plus belles inventions d'une presse peu scrupuleuse quant à la qualité de ses informations. On peut néanmoins lui accorder le fait d'être un très bon vecteur participant à la mémoire du jeune monarque sous la désormais célèbre dénomination de la malédiction de Toutankhamon.